Bienvenue à, du coup, à notre talk sur Falco. Donc l'idée de ce talk, c'est qu'on va vous présenter, enfin je vais vous présenter Falco, donc qui est un produit qui va nous permettre de faire de la sécurité à l'échelle. Donc déjà, on va un peu donner du contexte. Ça veut dire quoi de la sécurité à l'échelle? Et on va voir en fait les mécanismes que met en place ce projet pour vraiment pouvoir gérer des centaines de serveurs, des milliers d'applications. Donc Pierre-Yves qui n'est pas là, du coup c'est monsieur DevOps et sécurité à l'agence de Zenica Nantes. Et donc moi, je suis directeur technique à cette agence. Je suis aussi GDE Cloud depuis du coup le milieu de l'année dernière, en plein milieu du confinement. Et je suis aussi organisateur du meetup CNCF Nantes, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc je travaille à Zenica, comme plusieurs des personnes qui ont des talks aujourd'hui. Zenica, on est une ESN d'à peu près 500 personnes, un peu partout en France. On est aussi à Montréal, à Singapour. Les agences les plus proches, c'est Nantes et Bordeaux. Et du coup, on fait du conseil, on fait de la réalisation et on donne de la formation. Et on s'intéresse à des sujets, on fait de la veille en continu et on a du temps pour faire ça. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Falco. Donc avant de parler de Falco en lui-même, déjà, je voulais revenir sur un concept. Donc, qui a déjà entendu parler de Pet versus Cattle? Ok. Donc en fait, dans l'informatique, quand on gère des ressources informatiques, que ce soit des serveurs ou que ce soit des applications, pendant très longtemps, on a eu tendance à gérer nos ressources comme des animaux de compagnie. Alors un animal de compagnie, l'idée, c'est un petit animal, un chat, un chien, un hamster. On va lui donner un petit nom, on va le soigner, on va le choyer. S'il a un problème de santé, on va l'emmener chez le vétérinaire. Voilà, on a envie, on est attaché à cet animal. Par exemple, ici, pour un serveur, avant, ce que ça voulait dire de gérer un serveur, c'était déjà lui donner un petit nom. Donc là, on voit c'est Endor. Moi, ma première mission, c'était à la SACEM, et on avait des serveurs qui s'appelaient comme des artistes. Donc, tiens, je vais me connecter sur Gainsbourg, là, je vais faire un déploiement sur Bach. C'était très rigolo. Mais voilà, on identifie les serveurs avec des noms, du coup, on s'en souvient, on sait exactement ce qu'il y a dessus. Voilà, je sais que c'est l'application bidule, je sais que, tiens, il y a quelqu'un qui s'est connecté dessus, il a laissé un fichier, etc., etc. Et puis, si le serveur commençait à moins bien marcher, on essayait de comprendre ce qui se passait, on allait dessus, on supprimait des fichiers, etc., etc. On faisait comme là, exemple ici, s'il y avait un problème, on savait que maintenant il y avait un problème dans le kernel Linux, et du coup on allait récupérer le patch, on allait sur le serveur, on patchait notre kernel, et le serveur continuait à fonctionner. Voilà, on avait notre joli uptime de plusieurs années, on était content. Sauf que ça a évolué tout ça. Maintenant on est plus dans ce genre de situation, où là on a plus un serveur, plus quelques serveurs, même pas quelques dizaines, des fois même plusieurs centaines, plusieurs milliers, en fonction de l'organisation dans laquelle vous êtes, bien sûr. On va plus pouvoir identifier chacun des serveurs avec un petit nom, c'est plus possible. Enfin, même les héros Marvel, il n'y a plus assez de noms pour nommer les serveurs, c'est pas possible. Il y a une boîte qui a essayé de faire ça, ils ont arrêté. Donc voilà, on va être plus devant ce genre de choses. Là, c'est Datadog, avec des centaines de serveurs. Donc maintenant, on va devoir gérer nos ressources informatiques comme on gère un bétail. Alors, je m'excuse, je ne suis pas éleveur, mais voilà, quand on gère un bétail de vaches, on ne va pas pouvoir donner un nom à toutes les vaches, on va donner des caractéristiques. Pareil, s'il y a une vache qui commence à être malade, on va généralement l'écarter du troupeau, et puis on va en remettre une pour maintenir le nombre de têtes. Quand on a des serveurs comme ça, ou des applications, au bout d'un moment, on ne peut plus investiguer. Quand on a des milliers de serveurs, quand il y en a un qui commence à battre de l'aile, on l'enlève, et si c'est une VM, on la recrée à la volée. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent comme ça. Finalement, maintenant, c'est plus ou moins quelque chose de courant. Je ne dis pas partout, bien sûr, mais c'est quelque chose maintenant où il y a les outils, il y a les méthodologies, il y a vraiment plein de choses qui sont faites là-dessus. Par contre, pour la sécurité, on a beau développer une application avec tous les derniers patterns, les derniers frameworks, être vraiment au top de la technologie, quand on veut aller en prod, des fois, on se retrouve comme le mec avec son tank, là, où il a un tank, notre application c'est le feu de Dieu, mais sauf qu'il faut s'arrêter quand même. Là, il y a une étape administrative. Il faut dire les flux, ouvrir les flux.
ton application, je m'en fous, je veux savoir c'est quoi tes flux. Donc je pense que vous avez tous eu, à un moment ou à un autre, affaire à ce bon vieux fichier Excel où vous devez remplir les IP, les ports, et quand vous dites, en fait, je dépends d'à peu près tout sur Internet, tu me donnes les IP. OK. Donc là, on commence à être un peu gêné. Et puis, en fait, c'est juste plus possible. En fait, au bout d'un moment, notre fichier Excel, il va péter, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus continuer comme ça, en fait. On ne peut plus gérer la sécurité informatique, voilà, à l'ouverture de flux unitaires, le port, le machin, c'est plus possible. En plus, quand on a des architectures avec du conteneur, il va y avoir des conteneurs qui vont se créer, qui vont mourir, des traitements qui vont s'ouvrir. Le remote, voilà, on a tous fait du remote là, presque pendant 2 ans. Le remote aussi. On a un ordinateur chez nous, on a un ordinateur finalement chez les beaux-parents parce que là on est parti à moitié en vacances. Voilà, c'est plus possible de gérer tout ça avec ce fichier Excel. Donc, je ne vais pas faire un cours sur la sécurité informatique, déjà j'en serais incapable, mais voilà, il y a des choses qui sont déjà faites pour améliorer tout ça. Donc la première chose, c'est de renforcer, de rendre notre OS plus sécure. Donc voilà, SE Linux,Ccomp, c'est des composants qui vont renforcer la sécurité de nos serveurs. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est l'audit. Donc pareil, je pense que vous avez tous vécu ou tout du moins entendu parler d'audit, des consultants qui arrivent dans un ici, ils vont regarder comment les choses sont faites. Il y a même des fois des tests du pen test, où ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à tout péter en 3 jours. Voilà. Les audits, c'est intéressant, ça permet d'avoir un point de vue externe de « Ok, est-ce que ce que je fais, c'est sécurisé ou pas ?» Mais comme j'ai dit, si on commence à avoir des flux qui s'ouvrent tous les jours, des serveurs qui arrivent, qui disparaissent, l'audit, on ne va pas pouvoir le faire tous les ans, ou tous les mois, tous les jours, à la seconde. En fait, l'audit, il faudra le faire en permanence. Et donc, c'est ce que permet Falco. L'idée de Falco, ça va être vraiment de détecter des comportements anormaux dans les applications, dans les conteneurs, sur les serveurs. Et il y a même possibilité, du coup, d'auditer en permanence un orchestrateur tel que Kubernetes. Donc Falco, c'est un projet qui a été créé par une société qui s'appelle Sysdig. Donc ça fait 5 ans que le projet a été créé. Il est open source, donc voilà, vous pouvez le trouver sur GitHub. Et il a été donné, du coup, à la fondation CNCF, dont je vais parler juste après. Sysdig, donc le corps du projet est vraiment codé en C++. En C++. Alors on a mis un petit emoji Kamal, parce qu'en fait, Pierre-Yves aussi est étonné, mais bon, il n'est pas là. Je suis assez surpris qu'il y ait si peu de contributeurs et de contributrices sur ce projet. Donc on se demande si ce n'est pas à cause du C++. Bref. Et du coup, à peu près 4000 stars sur GitHub. Donc ce n'est pas un projet ultra mainstream non plus. Donc c'est quoi la CNCF, que j'ai déjà cité 2 fois? Donc c'est la Cloud Native Computing Foundation. Ce n'est pas la Société nationale des chemins de fer français. La CNCF, c'est une fondation fille de la fondation Linux, dont un projet, forcément vous connaissez, c'est Kubernetes. Kubernetes, c'est le projet phare de cette fondation, mais pas que. Il y a des dizaines de projets dans cette fondation. Et là, voilà, dans ce qu'il y a le mur derrière, là, c'est ce qu'on appelle le Landscape CNCF. Et en fait, ça va regrouper tous les projets dits Cloud Native. Il y en a des dizaines, des centaines. Voilà, à chaque fois que je regarde ce truc-là, je découvre des projets. Dedans, donc, il y a des projets qui sont gérés par la fondation, dont Kubernetes, dont Falco. L'intérêt d'avoir des projets gérés par cette fondation, c'est qu'en fait, derrière, ce n'est pas qu'une seule société. C'est, voilà, typiquement, Kubernetes va évoluer en fonction d'un comité technique. Falco aussi, ça va être l'idée. Et donc l'idée, c'est assurer la pérennité du projet sans forcément servir que les besoins d'une entreprise. Et donc il y en a vraiment plein des projets. Je vous invite vraiment à aller voir le CNCF Landscape. Il y en a vraiment beaucoup des projets. Alors tous les projets, par contre, ne se valent pas en termes de maturité. Donc il y a plusieurs niveaux de maturité. Donc ça commence en sandbox. Généralement, c'est des projets qu'un éditeur faisait et qui dit, maintenant l'idée c'est de le donner à la communauté, à la fondation. Et donc après, il y a du travail pour rendre plus générique un projet. Donc typiquement, Falco est en stade incubation.
Donc en gros, l'idée, quand on est en incubation, ça veut dire qu'il y a déjà des entreprises qui s'en servent, c'est déjà un produit qui apporte de la valeur ajoutée. Mais généralement, voilà, il y a un gap pour aller vraiment sur un projet qui va servir à énormément d'entreprises. Et donc c'est là où la CNCF va vraiment aider les projets. Et donc typiquement, comme projet Graduated, Kubernetes en fait partie. Et après, il y a une partie archive, où pour l'instant, il n'y a qu'un seul projet dedans. La fondation aussi donne une sorte de trail map, donc en gros un peu le chemin pour être cloud native. Donc je pense que peut-être vous connaissez déjà pas mal d'icônes là-dedans, mais ce qui est intéressant de noter, pourquoi j'en parle dans cette présentation, c'est que Falco, malgré le fait qu'il soit en incubation, fait déjà partie de ce trail map. Donc en gros, c'est vraiment un projet qui va vraiment aider les entreprises à pouvoir gérer leur application dans le cloud. Alors, maintenant, comment ça marche, Falco? Donc Falco, il y a plusieurs composants. Donc déjà, Falco va se situer donc dans le user space, donc va vraiment être un binaire qui va se lancer sur un serveur. Et l'idée en fait de ce binaire, c'est qu'il va pouvoir capter ce qui se passe sur le serveur. Et on va voir comment y faire après. Falco, après, derrière, quand il va détecter des événements, il va pouvoir communiquer ça à un composant qui s'appelle le sidekick. Et après, derrière, l'idée, c'est le sidekick va encore forwarder tous ces événements sur d'autres choses. Falco aussi, derrière, vient avec des règles. Donc là, je vais revenir en détail sur tous ces composants. Donc déjà, le sidekick, l'idée, c'est que vous pouvez avoir des dizaines, des centaines de binaires Falco qui tournent sur des serveurs différents. Mais l'idée, c'est d'envoyer ça sur le sidekick qui, lui, après, derrière, a plein de connecteurs prévus pour ça. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une application monolithique où il y a tout dedans. Là, l'idée, c'est vraiment de déléguer à une autre appli le fait de forwarder les événements. Et on verra à quel point c'est important de forwarder les événements et à quoi ça peut servir. Déjà, la première chose, ça peut servir. Ils fournissent une sorte de petite interface. Je vais vous la montrer pendant la démo. Honnêtement, c'est vraiment plus un proof of concept qu'une vraie interface de prod. Mais l'idée en fait de cette interface, c'est déjà de pouvoir visualiser ce qui se passe. Et donc de voir les différents événements et de leurs différentes criticités. Du coup, je vous ferai une petite démo là-dessus. Du coup, comment on capte les événements? Alors c'est là où on revient vraiment à la base d'un OS, et surtout de tous les systèmes Unix-like. Quand on fait une commande, quand un programme par exemple va lire un fichier, en fait derrière c'est un ensemble d'appels système, donc les syscalls. Et donc ces syscalls, après derrière, c'est des opérations au niveau kernel, et après derrière c'est du matériel. Et donc l'idée en fait, pour que Falco puisse faire son travail, ça va être de capter tous ces syscalls. Pour installer Falco, donc c'est un binaire, mais après derrière il y a différents modes d'installation. Alors on va voir pourquoi. C'est que quand on commence à être aussi bas dans l'intégration système, on ne peut pas le faire partout. Donc 3 modes d'installation. Le module kernel, donc généralement c'est celui à privilégier. Le IBPF. Et après, le dernier recours, c'est PDIG. Et donc on va voir en fait que chacun leur avantage et leur inconvénient. Le module kernel, c'est à privilégier tout simplement parce que c'est la manière d'installer la plus outillée et c'est celle qui est le plus portable. Donc en fait, on peut très bien recompiler un module, Falco l'outil, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, mais l'idée après derrière, c'est que ça peut s'intégrer dans pas mal d'OS assez facilement. Par contre, il y a certaines plateformes où on ne peut juste pas activer des modules du kernel. Par exemple, GKE. GKE, c'est Kubernetes Managed Google. Dans ce cas-là, et c'est Falco, typiquement, le projet Falco a développé cette mode d'installation pour GKE, c'est ce qu'on appelle IBPF, une probe IBPF. Je vais vous montrer des schémas juste derrière. Et le dernier recours, si vraiment vous ne pouvez pas charger de module, vous ne pouvez pas créer de probe IBPF, il y a quand même possibilité de capter les syscalls avec PDIG, donc il y a un projet spécifique créé par Falco, qui va se baser sur Petras. Donc Petras, c'est un type d'appel système qui va être utilisé pour des outils de debugging comme GDB par exemple. Donc là, on est limite en debugging perpétuel. Donc en termes de perf, c'est pas ouf. Alors quand on est en module kernel, en fait ça va exploiter une fonctionnalité dans le kernel, c'est les trace points. Alors
Je ne suis pas le plus grand spécialiste pour expliquer tout ça. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le kernel, il y a déjà des mécanismes qui font qu'on peut capter les syscalls. Et donc avec un module kernel, on va être capable de capter tout ça. Ça n'a pas que des avantages, par contre, de ton module kernel. Alors, typiquement, par exemple, si le module de kernel Falco plante, il peut faire planter votre OS. Donc ça peut être gênant. J'ai aussi regardé un peu dans les issues qu'ils avaient, enfin, à la date du début de l'année, ils l'ont corrigé. Il y a eu un moment où il y avait un certain cas où le module kernel Falco plantait, et du coup, il ne captait plus aucun événement. Donc en gros, on pensait qu'on allait voir tout ce qui se passe, on ne voyait plus rien. Donc ça peut être problématique. Donc un autre mode d'installation, c'est IBPF. Donc IBPF, c'est quelque chose, je pense, on en parle de plus en plus, il y a même une fondation qui s'est créée, etc. C'est quelque chose qui existe depuis un moment, en fait. IBPF, c'était quelque chose... Donc c'est le principe, c'est vraiment de faire tourner un programme spécifique dans le kernel, et typiquement TCPDump, par exemple, utilise ça pour capter les trames réseau. Et l'idée, derrière, c'est d'être plus performant, de prendre moins de mémoire. Comment, du coup, créer un programme IBPF? En fait, il y a toute une chaîne de tooling qui va nous permettre de compiler un programme et de faire tourner ce programme en fait, dans une sorte de mini-VM dans le kernel. Donc c'est pas nouveau. Personnellement, je ne le connais pas depuis si longtemps que ça. Mais c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Hein. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez une toute petite sandbox dans le kernel où vous allez pouvoir faire tourner un programme. Et donc là, l'idée avec Falco, c'est de compiler un programme qui va permettre après, derrière, de capter les syscalls. Et donc après, IBPF vient avec deux mécanismes. Un premier mécanisme pour recevoir de l'information, donc du coup à notre binaire Falco, donc il va recevoir tous les appels système, et il peut même, dans l'autre sens, changer le comportement du programme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prévu par le kernel Linux. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît beaucoup, surtout en informatique de gestion. Mais voilà, en fait, on a déjà ça dans le kernel Linux, et c'est assez intéressant. Donc PDIG, comme j'ai dit, le dernier mode d'installation, c'est vraiment le dernier recours. Je ne peux rien faire sur l'infrastructure. Vraiment pas à privilégier, parce on est vraiment sur quelque chose, c'est comme si on tournait en debugging 100% du temps. Donc en termes de perf, c'est catastrophique. Alors, ça, c'était l'aspect un peu access. Maintenant, on va vouloir dire assert. Donc comment qualifier les événements. Maintenant qu'on a la liste de tous les événements, on a la liste brute, hein. On capte tout ce qui se passe sur un OS. Le projet Falco va fournir un ensemble de règles, déjà, en gros c'est le projet qui les a écrits, et vous avez un ensemble de règles au niveau OS, même au niveau Kubernetes, donc là on va pouvoir auditer du coup Kubernetes, donc l'activité de Kubernetes, et il y a aussi possiblement des règles spécifiques par produit. Donc là, Elasticsearch, mais il y en a d'autres. Hein. L'idée, c'est, en fait, tout programme, on peut écrire des règles pour n'importe quel programme, parce qu'au final, on va revenir à des syscalls. Et il y a aussi la volonté de potentiellement d'écrire des règles par rapport à des CVE. En fait, on pourrait très bien mitiger des problèmes de sécurité avec Falco, pour dire, en gros, si je commence à capter ce comportement-là qui ressemble à une CVE, je peux faire quelque chose. Alors, il y a, en préparant ce talk, du coup, on l'avait préparé plus en début d'année, on était tombé sur le Security Hub. En fait, l'idée, c'était d'avoir un site où vous pouvez trouver des règles compréhensibles par Falco, par produit. Et donc là, l'idée, c'était, vous êtes éditeur, vous pouvez rajouter vos règles pour sécuriser votre produit. Comme vous voyez le gros logo, en fait, ils ont archivé le projet GitHub. J'ai toujours pas trouvé l'explication. Si quelqu'un le sait, je suis intéressé. Mais je trouve que c'était une super idée, mais en fait, ils l'ont arrêté. Et j'ai vraiment pas trouvé l'info. J'ai cherché encore tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais c'était une super idée, je trouvais. Alors, une règle, hein, comme je vous ai dit, on peut l'écrire. À quoi ça ressemble? Donc, c'est un langage particulier, hein, forcément. Donc, la première chose, le nom de la règle. Ensuite, une description. Donc là, on est vraiment sur un texte pour comprendre ce qui se passe. Une condition. Alors, c'est là où ça peut être peut-être assez tricky à écrire, des fois. On va voir en fait qu'il y a comme des facilités pour écrire tout ça. Et donc là, typiquement, dire, est-ce que je suis dans un conteneur? Donc, en gros, on regarde si l'ID est différent de celui du host,
et que voilà, là, c'est un bash qui est lancé dans un conteneur. Et donc, le output, c'est quand l'événement arrive, du coup, c'est cette ligne-là de log qu'on aura, enfin cet event. Et on peut aussi qualifier, prioriser. Donc ça peut être une notice pour dire, voilà, pour info, il s'est passé ça. Et puis au fur et à mesure, ça va monter du info, du warning, du critical, du emergency. On peut qualifier voilà, exactement l'événement qui arrive, comment nous, on trouve que c'est une bonne chose, ou enfin, c'est une mauvaise chose, plus ou moins forte. Pour faciliter l'écriture des règles, on a aussi des macros. Donc en gros, c'est des conditions qui vont être pré-packagées. Et donc du coup, on peut directement écrire in container plutôt que l'expression en dessous. On va pouvoir lister. Typiquement, il y a plein de binaires qui font à peu près, qui vont faire à peu près les mêmes accès. Donc des fois, c'est intéressant de les réunir. Et après, on pourra aussi étendre des règles. Donc là, l'idée, c'est peut-être dans votre cas précis, il faut rajouter une condition pour que la règle s'active. Donc, pour illustrer tout ça, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une première démo. Donc là, l'idée, c'est que j'ai une VM volontairement qui n'est pas à jour avec des failles de sécurité. Et à côté, du coup, j'ai une autre VM où là, c'est juste le dashboard qui tourne. Alors, hop. Ça marche? Ouais, ça marche. Cool. Alors, ça va être assez rapide. Hein. Hop. Donc là, en fait, je suis sur une vieille VM où Falco est installé. Donc Falco, il est installé ici en kernel module. Donc là, par exemple, si on liste les modules et que je cherche Falco, voilà, il est là. Et donc aussi, ce qu'on a fait pour installer Falco, donc là, en l'occurrence, on ne s'est pas trop embêté. Hein. On l'a installé avec apt-get, voilà, c'était pas très compliqué. Donc voilà, le script du package manager a fait son travail. Ce qu'on a rajouté, par contre, c'est une règle spécifique par rapport à une CVE. Donc là, hop, on a un répertoire Falco. Et donc, généralement, en fait, le projet vient déjà avec un ensemble de règles, ce que je vous disais. Et donc là, l'idée, si je ne me trompe pas de touche, c'est qu'on a rajouté une règle spécifique à une CVE. Donc, je vais vous expliquer la CVE avec la règle sous les yeux. Donc, local. Hop. Voilà. Et donc là, on a un fichier, il y a beaucoup de blabla, hein, parce que c'est le truc par défaut. Et donc là, en fait, voilà, on est sur une règle. Donc là, l'idée, c'est une CVE bien particulière qui fait que sur une version de sudo, au lieu, donc sudo, hein, pour info, voilà, il y a un fichier qui vous permet de définir qui peut faire quoi en sudo. Mais en fait, avec cette CVE, ce qui se passe, c'est que, donc là, on a vraiment l'explication complète. Si vous passez un user ID -1 ou l'entier 42, etc., en fait, ça fait crasher la vérification et donc vous pouvez exécuter n'importe quelle commande en sudo. Bon, une petite faille, hein, c'est pas grand-chose, mais bon. Donc ça a été patché depuis bien longtemps. Enfin, en gros, là, si vous êtes sur des serveurs, sudo est patché pour ça. Là, on l'a volontairement pas patché. Et donc pour détecter ça, en fait, on a une règle tout de suite écrite. Si un process est en train d'être spawné et que ce process s'appelle sudo et que la ligne de commande contient la string suivante, dans ce cas-là, on va déclencher un événement qui va afficher, voilà, on est en train de détecter l'exploitation de cette CVE, et on dit que c'est critique. Donc ça se lit bien. Hein. Enfin, je ne dis pas qu'à écrire, on le sort du premier coup, mais voilà, à lire, quand même, c'est pas relativement compliqué. Et donc, juste pour montrer ça, voilà, si je fais sudo, du coup, je le fais de mémoire, hop, -1, et puis voilà, bin bash, par exemple, donc je veux lancer un bash en route. Ah ça marche pas. Bon. Désolé. Hop, ça marche pas, mais normalement, c'est censé quand même me détecter le truc. Hop. Non, ça le détecte pas. Ah si, ça y est. Bon, voilà. Donc ce qui s'est passé là, en fait, donc Falco, en kernel module, a détecté que j'ai effectivement spawné sudo avec la string incriminée. Ça a envoyé un event directement à mon Falco Sidekick qui, lui, a forwardé ça sur mon interface. Et du coup, mon interface ici m'a dit, voilà, il y a un événement critique qui est arrivé. Alors, c'est peut-être un tout petit peu petit. Mais voilà. En gros, il vous dit, attention, voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça. En plus, le mec, il s'est planté, il n'est pas doué. Mais en tout cas, voilà, il a essayé d'utiliser cette faille pour exécuter une commande auquel il n'avait pas le droit. Donc là, on voit, c'est quand même intéressant. Déjà, ça nous donne une visualisation. Et là, en l'occurrence, j'aurais 2 serveurs, ça serait pareil. J'en aurais beaucoup plus. Là, on est d'accord, cette interface-là,
ça ne suffira pas. Il faut autre chose. Et donc c'est là où la troisième étape est intéressante. Là, on a détecté, on a qualifié l'événement. Maintenant, l'idée, ça va être de réagir automatiquement, de pouvoir dire, en fonction du type d'événement, je vais directement faire quelque chose. Hop. Alors, là, du coup, on va le faire, mais maintenant en Kubernetes. Déjà, il faut savoir que Falco, on peut l'installer avec Kubernetes. Il y a un chart Helm, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc l'idée, c'est de l'installer en daemon set. Hein, voilà, c'est une instance par nœud, même si vous ne connaissez pas Kubernetes. Hein, ça veut dire, je vais démarrer un binaire Falco sur tous les nœuds de mon cluster. Et l'idée après, derrière, c'est d'avoir un Falco sidekick qui va forwarder l'événement. Et il y a plein de connecteurs possibles. Donc là, typiquement, cet été, il y a eu énormément de billets de blog en fait, par rapport à ça, pour vous donner à chaque fois un exemple d'interconnexion. Vous faites du Knative, voilà, Kubeless, enfin, il y a plein de manières. Et donc l'idée, c'est que pour réagir à un événement, on peut vraiment juste écrire une fonction. On capte l'événement, on regarde ce qu'il y a dedans et on agit. Alors par contre, il y a vraiment un warning hein, dans la doc de Falco. Si vous installez Falco sous forme de pod dans Kubernetes, bah, potentiellement, vous allez faciliter la vie des attaquants. Parce que c'est forcément un pod, un conteneur, donc, avec énormément de droits sur l'OS. Donc la manière de recommander d'installer Falco sur un cluster Kubernetes, bah, ce n'est pas de le faire sous forme de conteneur. C'est vraiment de l'installer, pareil, comme un module kernel ou une prod IBPF, et d'avoir dans Kubernetes un sidekick qui va récupérer les événements. Donc voilà, c'est juste, c'est important de le voir. Donc là, l'idée maintenant, c'est la démo. Donc là, on est sur un cluster Kubernetes. On a une application volontairement avec des problèmes de sécurité. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est Falco va détecter tout ce qui se passe au niveau du cluster. Donc là, on n'est plus au niveau d'un nœud, au niveau cluster. Donc déjà, c'est intéressant en termes à l'échelle. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un response engine. Alors c'est pareil, c'est une petite brique qu'ils avaient commencé à faire et qu'ils ont dépréciée. Du coup, on l'a recodé nous-mêmes à la main. En gros, response engine, comme son nom l'indique, c'est juste dire, je vais capter les événements et j'ai du code qui va réagir en fonction des événements. OK ? Alors là, l'architecture est volontairement très basique. Si vous voulez un truc plus robuste, il va falloir sûrement mettre une file de Meshas quelque part. Voilà, ça gère NATS, par exemple, qui est un projet de la CNCF pour les fils de messages. Là, c'est volontairement basique. Bon, déjà aussi, la première version de la démo, ça ne marchait pas, en fait, l'intégration. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Ça a quand même pas mal évolué depuis. Alors là, sur mon cluster Kubernetes, je vais peut-être grossir un peu. Hop. Donc là, voilà, j'ai un cluster Kubernetes vachement utilisé. J'ai un pod qui tourne dessus, un pod vulnérable. Alors, souvent, ce qui se passe quand un attaquant va tester les failles d'une application, il va déjà essayer toutes les failles connues. Et s'il voit qu'il peut avoir accès à l'espace disque, enfin au disque dur, il va essayer d'écrire des fichiers et voir ce qu'il peut faire avec. Donc là, l'idée, en fait, c'est que quand vous êtes un attaquant, alors là, je vais le simuler avec kubectl exec, donc en gros, je vais le faire parce que j'ai les droits, mais c'est la même idée. Donc l'idée, un attaquant, généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un fichier, par exemple, et voir où est-ce qu'il peut créer des fichiers. Voilà. Donc là, j'ai créé un fichier dans mon pod, et donc là, si je fais un ls de ce fichier-là, à la racine, voilà, j'ai bien un fichier act. OK. Donc ça, OK, donc ça veut dire que, par exemple, l'attaquant, là, il a réussi à créer un fichier. S'il a réussi à créer un fichier, généralement, derrière, il va s'installer tout le tooling qu'il faut, et il va vraiment péter votre SI. Donc là, c'est déjà trop tard. Donc là, voilà, je suis un humain, donc je vais détruire mon pod. OK. Mais du coup, là, si lui, il le fait en automatique, moi, je le fais à la main, ça va mal se passer. OK. Donc du coup, maintenant, on va installer Falco. Hop. Je ne sais plus comment il s'appelle le script. Deploy. Voilà. Donc Falco, hein, il vient... alors c'est aussi une chose, quand on avait commencé à regarder un peu Falco à l'époque, le chart Helm, hein, enfin donc vraiment, Helm c'est un package manager pour Kubernetes, on peut installer des outils en une ligne de commande, et donc celui pour Falco au début n'était pas forcément très bien écrit, ça ne marchait pas très bien, mais depuis ça a pas mal évolué. Donc là ce qu'on fait, donc on installe Falco, et en fait ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rajouté des règles custom.
Donc pour recharger la config, du coup c'est pour ça qu'on efface le pod Falco, et du coup il va relire sa config, et voilà. Donc maintenant j'ai Falco avec un response engine. Et donc maintenant que mon attaquant, quand il va essayer donc, de créer son fichier, maintenant on a une règle custom qui dit si un fichier, il est là, pardon, je cherchais l'ID. Si un fichier à la racine de mon pod est créé, tu tues le pod. Et donc là, voilà. J'ai créé un fichier à la racine de mon pod, et instantanément, il a été tué. Alors, encore une fois, après, on pourrait imaginer bombarder de création de fichiers pour faire un deny of service. Mais là, l'idée, en fait, c'est on ralentit, on mitige l'attaque, tout simplement parce qu'on empêche à l'attaquant de mettre son tooling dans le conteneur. Et donc ça, on le fait de manière automatique. Là, j'ai, je sais plus, j'ai un serveur, c'est du Minikube. J'en aurais 50, ça serait pareil. Ça serait le même tooling, ça serait la même logique. Et donc derrière, après, on peut regarder les logs. Typiquement, voilà, ça c'est nous qui l'avons codé dans notre response engine. Voilà, c'est voilà. Bon, c'est en haut, là, c'est pas très visible, mais voilà. Error file, voilà, bello, hop. Et donc après, derrière, on efface le pod. En gros, il y a eu cet événement-là. On a décidé que ça, c'est critique. Tu dégages. Boum, on efface le pod. Alors, ça, donc la question, c'est défini où? Donc là, typiquement, c'est vraiment du code du response engine. En l'occurrence, c'est juste un petit script Python. Quand on capte l'événement, en fait, on va extraire l'ID du pod, et après, on fait une commande Kubernetes. On supprime le pod. Donc c'est vraiment très basique, mais c'est juste pour montrer, voilà. Et après, encore l'idée, c'est que si vous avez une approche plus serverless, function as a service, vous pouvez très bien avoir des petites fonctions unitaires qui vont réagir à certains types d'événements. Donc en gros, il n'y a pas besoin d'une grosse infrastructure pour mettre en place ça. Hop. Alors, donc le projet, il est encore en incubation à la CNCF. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore pas mal de travail. Ça évolue pas mal. Donc le chart Helm, donc, qui permet de l'installer sur Kubernetes, commence à être vraiment viable. En l'occurrence, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes. L'architecture a énormément évolué. À la base, c'était vraiment un projet sysdig qui s'appuyait sur les libs sysdig qui était vraiment développé pour leurs besoins. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sysdig a une solution de gestion de cluster Kubernetes, par exemple, qui est basée sur Falco. Là, le projet a vraiment évolué. Donc, typiquement, le sidekick a commencé à être créé pour rajouter des connecteurs, etc. Donc, il y a encore, je pense, des évolutions là-dessus. Donc, c'est peut-être encore un petit peu trop monolithique. Donc, le projet bouge beaucoup. Il y a pas mal de communication dessus qui doit être faite. Typiquement parce que c'est un projet qui a besoin de gagner en popularité. On a eu des petites blagues par contre sur la documentation des fois. Des fois elle n'est pas forcément à jour. Alors mea culpa, la documentation est open source, on pourrait très bien la faire évoluer. On n'a pas pris le temps. Et par contre c'est vrai que la question c'est que pour l'instant on est toujours, alors on est en 0.29.1. C'est du SemVer, donc en gros on n'est pas encore sur une version soi-disant prod ready. Bon, ça marche déjà. Si vous êtes sur un module kernel, en termes de perf, c'est bon. IBPF, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à juger parce que voilà, le tooling n'est pas forcément le même. Par contre, PDIG, c'est pas vraiment recommandé de l'utiliser. Donc voilà, c'est un projet vraiment, moi, Pierre-Yves aussi le trouve intéressant. Enfin, tous les deux, on le trouve vraiment intéressant parce que voilà, on commence à vraiment avoir ces notions qu'on a avec le DevOps de la gestion à l'échelle. Maintenant, on peut le faire pour la sécurité aussi. Il y a encore d'autres produits. On est en train de regarder aussi Open Policy Agent, là typiquement Kelsey Hightower, qui est un ancien évangéliste de Google maintenant, qui est plus DevRel, si je ne dis pas de bêtises, qui parlait de Command Security. En gros, l'idée, c'est, OK, on dit que c'est pas bien de se connecter en prod sur des serveurs, mais en fait, on le fait toujours. Donc plutôt que dire c'est pas bien et se mentir et de fermer les yeux, autant l'outiller. Et donc typiquement, voilà, c'est des produits qui vont capter tout ce qui se passe quand les gens se connectent sur les serveurs et donc auditer en permanence ce qui se passe. Donc c'est juste pour dire, la sécurité, ça a été malheureusement souvent quelque chose de rébarbatif et de bloquant en termes d'innovation. Et il y a des projets qui sont innovants, qui sont vraiment intéressants et qui permettent vraiment de garder ce principe de gestion à l'échelle, de DevOps, et d'arriver au DevSecOps, même si pour l'instant c'est encore un petit peu bullshit. Merci tout le monde, et n'hésitez pas si vous avez des questions.